Le fouet du contremaître, un objet de cuir et de peur, fut retrouvé enroulé comme un serpent sur la pierre du carrefour. Son manche était luisant d'une rosée qui ne venait pas de la brume matinale de l'homme qui l'avait déposé là. Peter Coleman. Il ne restait rien d'autre qu'une histoire de fantôme murmurée par le vent. Il ne savait pas que son acte silencieux de défi deviendrait une légende, un coup de tonnerre dans le silence de l'oppression. Il ne savait pas qu'en disparaissant, il deviendrait plus puissant que n'importe quel homme resté sur place. Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton « S'abonner » pour ensoleiller ma journée et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. La nuit de Géorgie de 1849 était une chose épaisse et vivote. Elle respirait une chaleur humide qui collait à la peau comme une seconde chemise, lourde des odeurs de résine de pin, de terre noire et humide, et du parfum doucereux et entêtant des chèvrefeuilles luttant contre la décomposition du marais. Pour la plupart, l'obscurité était une chose à craindre, un linceul pour les terreurs invisibles et les esprits qui marchaient d'un pas silencieux. Mais pour Peter Coleman, c'était un sanctuaire. C'était le seul endroit où il était jamais vraiment maître de ses propres mouvements. Le grincement des roues du chariot et le pas doux et rythmé des deux robustes mules étaient les seuls sons qui lui appartenaient. Un royaume temporaire roulant à travers un monde qui le possédait corps et âme. Il était assis bien droit sur le banc du cocher. Les rênes de cuir usé tenues lâchement mais avec le toucher d'un expert dans ses mains calleuses. Il n'avait pas besoin de voir la route. Pas vraiment. Il en connaissait chaque creux et chaque virage par la sensation du chariot sous lui. Par la façon dont le chant des grillons changeait de mélodie en passant d'un champ ouvert à un fourré d'os. Au-dessous, les étoiles étaient une carte qu'il avait mémorisée depuis longtemps, un guide céleste qui ne mentait jamais. Contrairement aux hommes qui traçaient des lignes sur du papier et appelaient cela la propriété. Peter était un homme pétri d'une compétence tranquille, ses mouvements économiques et sûrs. À la lumière du jour, cette efficacité faisait de lui un outil précieux. Dans l'obscurité, elle faisait de lui un roi. Il était le charretier de confiance, celui qu'on envoyait en course nocturne pour chercher des provisions dans les plantations voisines ou transporter des marchandises jusqu'à l'embarcadère. La tâche était un témoignage de sa fiabilité. Mais Peter savait que c'était aussi une fonction de son silence. Il ne posait pas de questions, n'offrait pas d'opinion. Il faisait simplement le travail, son visage un masque calme qui ne trahissait aucun des courants qui l'agitaient intérieurement. Ce soir-là, le chariot était chargé de barils de porc salé et de sacs de farine de maïs. Un voyage de routine depuis la plantation Miller, à 10 miles à l'est. Le trajet fut sans incident, comme d'habitude. Il traversa des flaques de clair de lune argentée qui peignaient la route poussiéreuse de teintes fantomatiques, puis replongea dans des étendues d'une noirceur profonde où le monde se réduisait au son et à l'odeur. Il pouvait entendre l'aboiement lointain de chiens de chasse, un son qui lui aurait autrefois glacé le sang, mais qui faisait maintenant simplement partie de la symphonie de la nuit. Il pouvait distinguer le ululement d'une chouette rayée de celui d'un grand-duc, le bruissement d'un opossum dans les sous-bois de celui d'un raton laveur. La nuit était un manteau, et sous celui-ci, il ressentait un semblant de liberté si puissant qu'il en était presque douloureux. C'était une liberté empruntée, une liberté qui lui serait arrachée dès que les premiers rayons du soleil toucheraient la cime des pins. Cette dualité était le cœur de son existence, une pression constante et abrasive. La nuit, un navigateur, un agent de confiance se déplaçant avec détermination dans le paysage sombre. Le jour, un bien meuble, sujet aux caprices et aux cruautés de la volonté d'un autre homme. Sous la surface placide qu'il présentait au monde, un grondement sourd de colère et de désespoir était son compagnon constant. C'était un feu couvant, ses braises rougeoyant au plus profond de lui, attendant un souffle de vent pour l'attiser. Il inspira l'air humide, l'odeur de la sueur des mules, un parfum familier et terreux. Il était fatigué, d'une lassitude qui pénétrait jusqu'aux os après cette longue nuit. Mais c'était une fatigue saine, gagnée par sa propre habileté et son endurance. C'était un sentiment qu'il pouvait presque qualifier de sien. Alors que le ciel à l'est commençait à pâlir, passant d'un noir d'encre à un violet meurtri et doux, les formes familières de la plantation Beaumont commencèrent à se dessiner dans la pénombre. La grande maison avec ses colonnes blanches semblables à des doigts squelettiques se dressait, silencieuse et imposante. L'odeur de fumée de bois provenant de la cheminée de la cuisine était le premier signe du début des labeurs de la journée. Peter guida les mules vers les écuries. Son bref règne s'achevait avec le lever du soleil. L'air matinal était encore frais, mais la promesse d'une autre journée étouffante de Géorgie était déjà présente. La cour commençait à s'animer, des silhouettes se déplaçant comme des ombres dans la lumière de l'aube. Mais le calme matinal habituel fut brisé par une voix, aiguë et cassante de rage. Une main paresseuse amène un dos endolori. « Mon garçon, tu crois que M. Beaumont paie pour des outils justes pour que tu les laisses tomber dans la boue ?» C'était le contremaître Fyshe. Les mains de Peter se crispèrent sur les rênes. La satisfaction tranquille de son voyage nocturne s'évaporant comme la rosée au soleil.
Il arrêta le chariot et resta figé, spectateur par les circonstances, prisonnier par la loi. Au centre de la cour, un Finch se tenait au-dessus d'un jeune homme nommé Élias, qui ne devait pas avoir plus de 17 ans. Une ou gisait dans la terre à côté des pieds d'Élias. Finch n'était pas un homme de grande taille, mais il se déplaçait avec l'autorité suffisante de quelqu'un qui sait que son pouvoir est emprunté et doit être constamment et vicieusement affirmé. Son visage était rougeau, ses yeux avaient un éclat méchant et larmoyant. Avec une lenteur théâtrale, il commença à dérouler le fouet de sa ceinture. Le son du cuir se déroulant était un sifflement sec, une promesse de serpent qui trancha l'air du matin et fit taire les oiseaux. Chaque personne dans la cour arrêta ce qu'elle faisait, leur corps se raidissant. C'était un rituel qu'ils connaissaient tous. Une démonstration de pouvoir destiné, le regard de Peter croisa celui d'Élias pendant une fraction de seconde. Il vit la terreur brute et pure dans les yeux du jeune homme. Une supplique qui fut avalée par la réalité suffocante de leur mode. Le propre corps de Peter était un bloc de glace, ses muscles hurlant de bouger, d'intervenir, de faire n'importe quoi sauf rester assis et regarder. Mais il était aussi enchaîné à son siège de chariot que s'il était dans les fers. La voix de Finch beugla de nouveau, un sermon de cruauté. Voilà ce qui arrive quand on oublie sa place. Voilà comment on vous le rappelle. Le fouet se balança en arrière et le monde sembla retenir son souffle. Le claquement de sa pointe brisant le mur du son fut comme un coup de feu, suivi instantanément par un bruit sourd écœurant lorsqu'il rencontra le tissu fin de la chemise d'Élias et la chair en dessous. Élias poussa un cri, un son qui était à moitié douleur et à moitié halètement étranglé. Les spectateurs tressaillirent comme un seul homme, une vague d'agonie partagée traversant la petite foule. Les yeux furent détournés. Les visages se changèrent en pierre. Les poings se serrèrent dans les poches et derrière les dos. Peter ne détourna pas le regard. Il se força à regarder chaque coup, à entendre chaque cri. Il observa le visage de Finch, la satisfaction sinistre qui tordait ses lèvres. Il regarda la façon dont le corps d'Élias se convulsait à chaque coup. Les lignes sombres apparaissant sur son dos. Le son du fouet, la vue du sang, l'odeur de la peur. Tout cela se grava dans la mémoire de Peter. Ce n'était pas la première fois qu'il assistait à une telle chose. Loin de là. Mais quelque chose dans ce matin était différent. Peut-être était-ce le contraste saisissant avec la paix de sa promenade nocturne. Peut-être était-ce la pure futilité de l'infraction. Ou peut-être était-ce le regard dans les yeux d'Élias. Un miroir de la terreur qu'il avait passé toute sa vie à réprimer. La colère sourde qui avait été sa compagne constante pendant des années se mit à rugir. Les braises couvantes s'attisèrent en une fournaise. La rage n'était plus une chose chaude et fulgurante. Elle se refroidit, se comprima et se solidifia en quelque chose de dur et de lourd dans sa poitrine. Une résolution froide et tranchante comme un diamant. Il avait passé sa vie à attendre. Attendre un maître plus clément, attendre un contremaître moins cruel, attendre qu'une loi change, attendre un Dieu qui semblait sourd. Il vit avec une clarté absolue et bouleversante que l'attente était un espoir insensé. La liberté n'était pas quelque chose de donné. Ce n'était pas quelque chose qu'il fallait attendre. Elle devait être prise. Alors que Finch laissait enfin le fouet se taire, sa pointe dégoulinante, la décision de Peter était prise. Il ne verrait pas un autre matin comme celui-ci. Il n'entendrait plus ce son. Il regarda la silhouette brisée d'Élias sur le sol, puis le fouet dans la main de Finch, et il sut que l'un d'eux devait être retiré de ce monde. Et il ne laisserait pas ce sort lui être réservé. Le soleil était maintenant complètement au-dessus de l'horizon, projetant de longues ombres sur la cour. Pour Peter, c'était comme le dernier lever de soleil qu'il verrait jamais sur la plantation Beaumont. L'infirmerie était moins un lieu de guérison qu'une petite cabane étouffante où les gravement blessés ou les très âgés allaient attendre. Elle sentait les herbes bouillies, les cataplasmes et la faible odeur métallique de sang séché qui avait imprégné le plancher en bois. Peter, à moitié portant, à moitié guidant Élias, franchit la porte basse, le corps du jeune homme tremblant de choc et de douleur. À l'intérieur, Sarah attendait déjà. C'était une femme qui semblait aussi vieille que les cyprès du marais. Son visage était une carte, magnifique et complexe de rides, ses yeux détenant une sagesse à la fois ancienne et immédiate. Elle regarda les zébrures sanglantes sur le dos d'Élias, son expression inchangée, comme si elle avait vu cette scène exacte 1000 fois auparavant. Elle l'avait vu. Allonge-le sur la paillasse, mon enfant, dit-elle, sa voix à murmure bas et rauque qui contenait plus d'autorité que le plus fort des beuglements de Finch. Peter aida doucement Élias à s'allonger sur le mince matelas rempli de spâtes de maïs. Sarah se déplaçait avec une grâce lente et délibérée, ses mains noueuses étonnamment stables alors qu'elle rassemblait un bol d'eau tiède, des chiffons propres et un onguent sombre et piquant d'un pot en argile. Elle ne dit rien alors qu'elle commençait à nettoyer les plaies, son contact si doux qu'Élias, qui serrait la mâchoire contre la douleur, se détendit lentement. Peter se tenait à côté, sa grande silhouette remplissant la petite pièce,
ses mains se sentant inutiles et maladroites. Il regardait le travail méthodique de Sarah, la façon dont elle nettoyait les marques de la saleté et du sang. Ces mouvements étaient un rituel de soins pratiqué dans un monde défini par l'insouciance. Finalement, alors qu'elle commençait à appliquer le cataplasme frais et apaisant, elle parla, sa voix si basse qu'elle faisait presque partie des ombres de la cabane. Elle ne regarda pas Peter, ses yeux restaient fixés sur son travail. « Certains serpents, tu ne peux pas leur échapper, » murmura-t-elle, ses mots semblant flotter dans l'air épais et herbal. « Ils sont rapides. Ils savent toujours où tu vas. Tu cours. Ils ne font que suivre. Ça ne fait que les rendre plus méchants. » Le cœur de Peter battit fort contre ses côtes. Il savait qu'elle ne parlait pas des mocassins d'eau dans le marais. Il resta silencieux, écoutant avec une intensité qui rendait l'air autour de lui électrique. Sarah trempa de nouveau ses doigts dans l'onguent. « Il y a longtemps, » continua-t-elle, sa voix prenant une cadence de conteuse, il y avait un esprit, un filou. Il pouvait marcher entre les mondes. Mais il devait laisser quelque chose derrière lui pour le faire. Il devait se défaire de sa vieille peau pour que la nouvelle puisse pousser. Elle fit une pause, tamponnant l'onguent sur une entaille particulièrement profonde sur l'épaule d'Elias. Il allait à un carrefour, un endroit où les chemins à suivre sont tous différents. Il y laissait un gage, quelque chose qui le liait au monde qu'il quittait. Et quand il s'en allait, il était un homme nouveau. La vieille peau, elle restait juste là, un signe pour ceux qui savaient le lire. Elle se tut de nouveau. Son travail était terminé. Elle couvrit le dos d'Elias avec un morceau de lin propre. Le message codé flottait dans l'air entre eux, aussi clair pour Peter que si elle l'avait crié. Le carrefour, celui à 1 mile de la plantation, où la route vers le nord se séparait de la route vers la rivière. Le serpent était Faish, et plus que Faish, c'était le fouet qu'il portait, le symbole et l'instrument de leur servitude. Et le gage, la vieille peau à laisser, devait être le fouet lui-même. C'était un plan si audacieux, si imprégné de folklore et de défis, qu'il en coupa le souffle à Peter. Ce n'était pas juste une fuite. Sarah lui offrait le langage pour un rituel. Une façon de transformer un acte de désespoir en un acte de pouvoir. C'était une façon non seulement d'échapper à ses chaînes, mais de les briser avec sauce. Une vague de profonde gratitude le submergea, si forte qu'elle le mit presque à genoux. Dans ce monde suffocant, il n'était pas entièrement seul. Quelqu'un avait vu le feu en lui. Au lieu d'essayer de l'éteindre, venait de lui tendre une torche. Il regarda Sarah, qui rencontra enfin son regard. Ses vieux yeux étaient clairs, et dans leur profondeur, il vit non seulement la connaissance, mais aussi une bénédiction. Il fit un unique hochement de tête, presque imperceptible. C'était toute la confirmation dont elle avait besoin. Il ne se contenterait pas de fuir le serpent. Il lui volerait ses crocs et les laisserait enrouler dans la poussière en guise d'avertissement. Dans les jours qui suivirent, Peter accomplit ses tâches sur la plantation comme un fantôme, son corps exécutant les tâches familières tandis que son esprit était à des kilomètres de là, tissant les fils complexes de son évasion. Ses préparatifs étaient une rébellion silencieuse et invisible, une série de petits actes de défis que personne d'autre ne remarquerait jamais. Il devint un étudiant de l'opportunité, un maître de l'instant invisible. En chargeant des provisions dans le fumoir, un endroit épais de l'odeur riche et grasse de la viande séchée, sa main bougeait avec la vitesse d'un serpent qui frappe. Un morceau de porc salé, dur comme du bois et riche de la graisse dont il aurait besoin pour le voyage, disparaissait sous sa chemise pour être plus tard enveloppé dans de la toile cirée et caché au plus profond du fenil des écuries. Il ne volait pas. Il percevait son salaire, reprenant une minuscule fraction de la valeur de la vie de labeur qui lui avait été volée. Ses nuits devinrent son atelier. Quand la plantation était enveloppée dans une couverture de sommeil épuisé, Peter était bien éveillé. Il avait trouvé un morceau de ferraille d'un soc, de charrue cassée, un éclat dentelé de fer rouillé. Nuit après nuit, il s'asseyait dans les ombres les plus profondes derrière la forge, patiemment, inlassablement, frottant le métal contre une pierre de rivière lisse qu'il gardait cachée. Le son grinçant était faible, perdu dans le chant des grillons. Lentement, minutieusement, la rouille céda la place à un éclat terne, et un tranchant brut, mais mortellement aiguisé, commença à se former. Il n'affûtait pas une arme pour la violence, mais un outil pour la survie. C'était un couteau pour couper de la corde, pour dépecer un lapin, pour se défendre contre les prédateurs à 4 pattes du marais. Et peut-être, si Dieu le voulait, contre ceux à 2 pattes également. Chaque frottement du métal sur la pierre était une prière pour l'avenir, une insistance silencieuse sur son droit de vivre. Mais sa préparation la plus cruciale fut l'étude de son geôlier. Il commença à observer le contremaître Faish avec la concentration détachée et prédatrice d'un faucon observant une souris des champs. Il apprit les routines de l'homme jusqu'à les connaître mieux que les siennes. Il savait que Faish commençait sa journée avec une tasse en fer blanc de chicorée, qu'il déjeunait précisément à midi,
et que ses après-midi étaient souvent passés dans une stupeur paresseuse et irritable sur le porche de son petit bureau. Plus important encore, Peter apprit le rythme de la consommation d'alcool de Fyshe. Il vit comment l'agressivité de l'homme augmentait à chaque gorgée de la flasque qu'il gardait dans son manteau, et comment, de nombreuses nuits, cette agressivité se transformait en un sommeil lourd et inconscient. Les courses nocturnes de Peter lui offraient une couverture parfaite pour observer le bureau du contremaître, un petit bâtiment sordide attenant à la maison principale. Il notait quand la lampe à la fenêtre de Fyshe s'éteignait, et à quelques reprises, il s'approcha assez près pour entendre les ronflements lourds et imbibés de whisky de l'homme. Et il regardait où Fyshe gardait le fouet. C'était l'emblème de sa fonction, son sceptre de peur. Pendant la journée, il était toujours à sa ceinture. Mais la nuit, quand Fyshe s'installait dans son bureau, il le suspendait à une grosse cheville en bois juste à l'intérieur de la porte. Une menace enroulée attendant le matin. Les yeux de Peter se fixaient dessus, son objectif s'aiguisant jusqu'à devenir un fil de rasoir. Sa peur, autrefois une présence constante et suffocante, était consumée, remplacée par une concentration froide et claire. Chaque petit acte secret, chaque morceau de nourriture volée, chaque moment d'observation patiente était une pierre posée sur le chemin de sa liberté. L'épreuve arriva par une nuit sans lune, une semaine après avoir vu le dos d'Elias. L'air était frais et portait une odeur de pluie. Peter était sur une autre course de nuit, les roues de son chariot étouffées par la terre humide d'une route secondaire isolée. Cet itinéraire était un raccourci qu'il utilisait parfois, un chemin sinueux qui traversait une section dense de bois, lui faisant gagner un mile, mais l'éloignant de tout regard indiscret. Il ressentait la paix familière de l'obscurité, le bourdonnement silencieux des roues, un rythme réconfortant. Quand deux silhouettes à cheval se matérialisèrent des ombres devant, bloquant le chemin. Patrouille d'esclaves. Le cœur de Peter ne bondit pas. Il se transforma en une pierre froide et lourde dans sa poitrine. Une lanterne fut avancée, son faisceau jaune traversant l'obscurité et l'aveuglant. « Arrête-toi là, mon garçon. Où vas-tu » La voix était rude, empreinte de suspicion et de l'autorité désinvolte des hommes qui aimaient leur travail. Peter garda les mains fermes sur les rênes, son visage délibérément calme, un masque d'obéissance là qu'il avait perfectionné au cours d'une vie. Il cligna des yeux contre la lumière, laissant ses yeux s'adapter. « Bonsoir, messieurs, » dit-il, sa voix égale et respectueuse. « Je vais juste chercher des provisions pour Monsieur Beaumont. Longue nuit. » Il brandit le laissez-passer de voyage signé, le papier flottant légèrement dans la brise. L'un des hommes, une silhouette corpulente avec une barbe épaisse, se pencha de son cheval pour le saisir. Il le tint près de la lanterne, ses lèvres bougeant alors qu'il lisait lentement les mots. L'autre patrouilleur fit le tour du chariot, les sabots de son cheval faisant des bruits sourds dans la terre. Il jeta un coup d'œil à l'arrière, au sac et au baril, son silence plus menaçant que les questions de son partenaire. « Ce n'est pas la route principale vers la rivière ?» dit l'homme barbu en rendant le laissez-passer. Ses yeux étaient plissés, cherchant sur le visage de Peter le moindre signe de tromperie. « Qu'est-ce que tu fais sur cette piste ?» C'était le test de son sang-froid. Le moment qui prouverait s'il avait l'esprit nécessaire pour survivre. Il ne pouvait pas hésiter. Il devait leur donner une histoire aussi solide et réelle que le sol sous leurs pieds. « Non, monsieur » acquiesça Peter, secouant la tête avec un soupir de frustration qu'il n'eut pas à feindre. La route principale est inondée près du passage du ruisseau. Une grosse tempête la semaine dernière a fait monter l'eau terriblement. Les mules auraient eu de la boue jusqu'au ventre. J'ai pensé que Monsieur Beaumont préférerait que je prenne le long chemin plutôt que de perdre son chariot. Il imprégna sa voix de la logique simple d'un homme essayant de faire son travail et d'éviter les ennuis. Il comptait sur sa réputation de fiabilité et sur leur ignorance de l'état immédiat du terrain. Les deux hommes échangèrent un regard. L'histoire était plausible. Le temps avait été instable, et un ruisseau en crue était un désagrément courant. Le patrouilleur qui avait fait le tour du chariot grogna. Il a la marque de Beaumont sur le chariot, et le laissez-passer est en règle. Allons-y, on perd notre temps. L'homme barbu fixa Peter un instant de plus, sa suspicion luttant contre son impatience. Bon, alors vas-y et ne fais pas de bêtises. Il éperonna son cheval, et les deux hommes dépassèrent le chariot au trot, disparaissant de nouveau dans l'obscurité oppressante d'où ils étaient venus. Peter resta parfaitement immobile jusqu'à ce que le son de leurs chevaux se soit complètement estompé, remplacé une fois de plus par le chant des grillons. Il laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait, ses jointures blanches là où il serrait les rênes. Son cœur battait maintenant à tout rompre contre ses côtes, un tambour sauvage d'adrénaline et de soulagement. La rencontre avait été un fil du rasoir, un aperçu terrifiant de la rapidité avec laquelle tout pouvait être perdu. Mais il n'avait pas craqué. Il n'avait pas paniqué. Il avait répondu à leurs suspicions par un mensonge calme. Et il l'avait cru. Il avait utilisé sa connaissance du terrain,
son propre domaine, pour les déjouer. Un sentiment lent et puissant commença à se répandre en lui, repoussant la peur froide. C'était de la confiance. C'était la preuve indéniable qu'il pouvait réfléchir vite, que son esprit était une arme aussi tranchante que le couteau caché dans sa botte. Cette quasi-catastrophe ne l'avait pas découragé. Elle avait forgé sa résolution en acier. Il fit claquer les rênes et les mules se mirent en marche, tirant le chariot plus profondément dans la nuit. Le royaume des ténèbres était de nouveau sien, et il savait maintenant, avec une certitude qui s'installa au plus profond de son âme, qu'il était prêt à le quitter pour toujours. La salle à manger commune était un espace défini par un silence las. Après une journée passée sous le marteau implacable du soleil, les corps étaient trop fatigués pour parler, et les esprits trop lourds pour rire. L'air était épais de l'odeur de légumes verts bouillis, de pain de maïs et de l'épuisement collectif de 2 douzaines d'âmes. Peter était assis sur un banc en bois bas, le dos contre le mur de la cabane grossièrement taillée. Il mangea son maigre repas de légumes verts et d'un petit morceau de poisson salé, lentement, délibérément. Chaque bouchée était un acte conscient, un dernier goût de la vie qu'il était sur le point de laisser derrière lui. Il ne se contentait pas de manger. Il observait, gravant la scène dans une partie de sa mémoire qu'il savait douloureuse pour les années à venir. Il regarda le visage autour de lui, illuminé par la lumière vacillante et grâce d'une seule lampe à suif. Il vit les profondes rides de fatigue, gravées autour des yeux du vieux Jacob. La façon dont les épaules de Martha s'affaissaient alors qu'elle essayait de persuader son plus jeune enfant de manger. Il vit la colère silencieuse et bouillonnante dans les yeux des jeunes hommes et la profonde lassitude, ancrée jusqu'aux os, sur le visage des femmes. C'était le visage de sa famille, la seule qu'il ait jamais connue. Il n'était pas lié par le sang, mais par une souffrance partagée plus épaisse que n'importe quelle lignée. Un profond sentiment de tristesse, un chagrin si vif qu'il ressemblait à une lame physique, le submergea. Il se coupait de ce corps, amputant une partie de sa propre âme. Les quitter était une trahison qu'il ne pouvait justifier, seulement endurer. Il croisa le regard d'une petite fille de pas plus de 5 ans, qui le regardait avec de grands yeux curieux. Il rompit un morceau de son propre pain de maïs, une portion importante de son petit repas, et le lui tendit. Elle se précipita, le lui arracha de la main avec un sourire timide et édenté, et retourna en courant aux côtés de sa mère. Ce petit acte de générosité ressemblait à une prière, une offrande finale et inadéquate à la communauté qu'il abandonnait. Son regard dériva ensuite à travers la pièce et trouva Sarah. Elle était assise dans son coin habituel, les mains posées sur ses genoux, le regardant. Il n'y avait aucune question dans ses yeux, seulement un calme profond et averti. Il soutint son regard pendant un long moment, et dans cette communion silencieuse, un monde de compréhension passa entre eux. Il fit un lent et délibéré hochement de tête, une confirmation du chemin qu'il s'apprêtait à emprunter. Elle répondit par une inclination de tête à peine perceptible, une bénédiction silencieuse. C'était son adieu. Le chagrin était toujours là, une pierre froide dans son ventre. Mais il était maintenant éclipsé par un espoir féroce et brûlant, une attirance désespérée vers l'horizon inconnu. Il termina son repas, la nourriture sans saveur dans sa bouche, et se leva. Personne ne lui prêta attention alors qu'il se glissait hors de la cabane et dans l'obscurité qui attendait. La nuit était complètement tombée, et la plantation était calme, à l'exception du cœur omniprésent du marais. Peter se déplaçait dans les ombres avec une aisance habituée, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur la terre fraîche et humide. Il était redevenu une créature de la nuit. Mais cette fois, son but n'était pas de servir son maître, mais de le défier totalement. Il s'approcha du bureau du contremaître, une petite structure en planche qui s'appuyait contre le côté de la maison principale comme un dépendant maladif. Le bâtiment dégageait une impression de sordidité qui allait au-delà de son état physique. Il sentait le whisky éventé, la sueur non lavée et la faible odeur âcre de vieux cuir. C'était l'odeur de Finch lui-même. Comme Peter l'avait prédit, la lampe à la fenêtre était éteinte, mais un son bas et guttural émanait de l'intérieur. Les ronflements lourds et humides d'un homme plongé dans une profonde stupeur alcoolique. La porte n'était pas verrouillée. Elle ne l'était jamais. L'arrogance de Finch était sa seule sécurité. Peter souleva le loquet avec une lenteur extrême, le léger déclic semblant aussi fort qu'un coup de feu dans le silence profond. Il poussa la porte, 1 millimètre à la fois, son corps tendu, chaque nerf en alerte. Les ronflements continuèrent, ininterrompus. Il se glissa à l'intérieur, tirant la porte derrière lui jusqu'à ce qu'elle soit presque fermée, ne laissant qu'une fente pour éviter un autre déclic. La pièce était encore plus nauséabonde de près. Une bouteille de whisky à moitié vide se trouvait sur le petit bureau encombré, à côté d'une assiette sale. Finch était affalé sur sa chaise, la tête rejetée en arrière, la bouche grande ouverte sous le faible clair de lune filtrant par la fenêtre crasseuse. Il avait l'air pathétique. Un homme vidé par sa propre cruauté, son pouvoir dissous dans l'alcool. Peter ne ressentit rien.
La rage brûlante qu'il avait ressentie dans la cour ce matin-là s'était complètement refroidie. Il ne restait plus de haine pour cet homme brisé, seulement un vide froid et immense, un dédain pour la faiblesse qui se masquait en force. Ses yeux allèrent immédiatement au mur à côté de la porte. Il était là, suspendu à une grosse cheville en bois, ses enroulements captant la faible lumière, se trouvait le fouet. Il semblait posséder une vie propre, une présence malveillante dans la pièce. Peter s'en approcha avec la prudence que l'on accorderait à un serpent venimé. Il ne l'arracha pas du mur. Au lieu de cela, il tendit la main et laissa ses doigts effleurer le cuir tressé. Il était frais et d'une douceur déconcertante. Il pouvait sentir son poids, l'histoire de la douleur tissée dans ses fibres mêmes. C'était la source, l'instrument qui traduisait la volonté d'un homme en l'agonie d'un autre. Le décrocher de la cheville était un acte lourd d'un symbolisme qui résonnait au plus profond de son âme. Le fouet semblait plus lourd que prévu, non seulement en poids physique, mais dans le fardeau qu'il représentait. Il prenait le contrôle du récit, saisissant l'outil de sa propre oppression. Il le tint dans sa main, sa longue lanière traînant sur le sol, et regarda une dernière fois la silhouette endormie de Faish. Il laissait l'homme, mais emportait le monstre. Sans un autre regard, Peter se retourna et se glissa de nouveau dans la nuit, aussi silencieux que l'ombre qu'il était. Le fouet maintenant en sa possession, il marcha, sans courir, loin des terres de la plantation. Le mile jusqu'au carrefour lui parut le plus long voyage de sa vie, chaque pas l'éloignant davantage du monde connu et le plongeant plus profondément dans un avenir incertain. La pleine lune était haute et blanche dans le ciel, une lanterne céleste qui projetait de longues ombres squelettiques des arbres. L'air était frais et pur, lavant la puanteur du bureau de Faish. Il portait le fouet non pas enroulé, mais tenu par le manche, laissant sa longueur traîner dans la poussière derrière lui. Un dernier acte de profanation, une dernière insulte à son bœuf. C'était une chose, morte maintenant, son pouvoir brisé. Il atteignit le carrefour, l'endroit où 4 pistes de terre convergeaient au milieu des bois. Au centre de l'intersection se trouvait une grande pierre à sommet plat, usée et polie par le temps et les intempéries. C'était un point de repère, un lieu de folklore local, un point de décision. Ce soir, ce serait un hôtel. Peter s'arrêta devant la pierre, le silence de la nuit absolue, rompu seulement par le son de sa propre respiration régulière et le ululement lointain d'un hibou. Il ne se contenta pas de laisser tomber le fouet. Il s'agenouilla avec une révérence qui lui parut à la fois étrange et profondément juste. Il posa le manche du fouet sur la surface froide et lisse de la pierre. Il prit une profonde inspiration, son cœur un tambour régulier et puissant dans sa poitrine. C'était le moment. C'était la meule. Avec des mouvements précis et délibérés, il commença à enrouler le fouet. Il partit du manche épais et usé, guidant le cuir à 2 mains, le repliant sur lui-même en une spirale serrée et nette. Le cuir glissait contre lui-même avec un doux sifflement, le seul son au mode. Il travailla méthodiquement, sa concentration absolue, ses mains surestables. Il n'enroulait pas simplement un fouet. Il contenait son histoire, liait sa violence, transformant un instrument de force linéaire et brutale en un cercle fermé et parfait. Quand il eut fini, il reposait sur la pierre comme un serpent endormi, son potentiel de nuisance scellé dans sa propre forme. C'était un objet transformé, un symbole de terreur rendu en une œuvre d'art immobile et silencieuse. D'une petite pochette à sa ceinture, il sortit la dernière pièce de son rituel, une seule plume de faucon parfaite qu'il avait trouvée des semaines auparavant, ses bords acérés et sa couleur d'un brun riche et profond. Il avait vu le faucon ce jour-là, tournoyant haut et libre dans le ciel bleu infini, et avait ressenti une parenté avec son esprit indompté. Il plaça délicatement la plume exactement au centre du fouet enroulé, une dernière marque personnelle, la signature de l'homme qui avait été là. Il se releva, ses genoux craquant doucement. Il regarda son œuvre sur la pierre, le fouet enroulé et la plume. Une nouvelle icône étrange et puissante sous le clair de lune crue. C'était un message, une pierre tombale et une promesse. Il jeta un dernier regard, gravant l'image dans son esprit pour toujours. Puis il lui tourna le dos. Il fit face plein nord, vers l'attente sombre du marais, vers une liberté qu'il ne pouvait pas encore imaginer mais qu'il sentait dans chaque fibre de son être. Il fit le premier pas, puis un autre, son allure égale et résolue. Il ne regarda pas en arrière. Il se fondit dans l'obscurité, laissant derrière lui un nom, une vie de servitude et une légende enroulée sur une pierre, attendant l'aube. Le matin se leva avec un calme trompeur. Le soleil se leva, projetant sa lumière dorée sur les champs, et la routine de la plantation Beaumont commença à s'animer. Mais un courant de malaise se propagea rapidement. Peter Coleman avait disparu. Son absence fut d'abord remarquée aux écuries, où les mules de sa course nocturne attendaient, non abreuvées et non nourries. Une rupture flagrante dans sa routine de fer. L'alarme fut donnée, et elle atteignit le contremaître Faish alors qu'il soignait un mal de tête lancinant et un estomac aigre avec une tasse de chicorée amère.
Sa réaction initiale fut l'irritation, pas l'inquiétude. Il supposa que Peter s'était endormi dans les bois ou qu'il se dérobait à ses devoirs. Mais alors que le soleil montait plus haut et qu'une recherche préliminaire des quartiers et des granges voisines ne donnait rien, l'irritation de Finch se mua en une rage venimeuse. Son autorité, déjà fragile, ressentit la piqûre de ce défi silencieux. « Trouvez-le » hurla-t-il à un groupe d'ouvriers agricoles, sa voix se brisant. « Fouillez chaque fossé et chaque fourré. Je veux qu'il soit ramené ici en chaîne avant midi. » Alors qu'il se dirigeait d'un pas furieux vers son bureau pour organiser une véritable équipe de recherche avec des chiens, une nouvelle violation, plus personnelle, le frappa. Il porta la main à sa ceinture, son geste instinctif allant à l'endroit où son fouet aurait dû se trouver. C'était vide. Un œuf froid d'effroi se forma dans son ventre. Il fit irruption dans son bureau, ses yeux balayant la pièce. La cheville sur le mur était nue. Son fouet, l'extension même de sa volonté, le symbole de son pouvoir sur ce petit royaume misérable, avait disparu. Une fouille frénétique et paniquée de la pièce sordide confirma sa peur. Il n'était pas égaré. Il avait été pris. La prise de conscience le frappa avec la force d'un coup physique. Peter n'avait pas seulement fui. Il avait commis un acte d'insurrection profonde. Il avait volé le sceptre. L'équipe de recherche, maintenant alimentée par la fureur personnelle de Finch, fut rassemblée à la hâte. Monsieur Beaumont lui-même descendit de la grande maison, son visage à masque de mécontentement aristocratique. C'était un homme grand et mince dont la cruauté était plus froide et plus calculée que la brutalité colérique de Finch. Il regarda le visage rouge et paniqué de son contremaître avec un mépris non dissimulé. « Vous avez laissé l'un de mes biens les plus précieux s'en aller tout simplement. Et vous lui avez permis de vous désarmer au passage. » La voix de Beaumont était calme, mais elle coupa Finch plus profondément que n'importe quel coup de fouet. « C'est une humiliation. » Ce fut un jeune garçon envoyé chercher de l'eau, à un puits près de la route principale, qui le trouva. Il revint en courant, les yeux écarquillés d'un mélange de peur et d'admiration, balbutiant à propos du carrefour. Finch, Beaumont et quelques autres s'y rendirent à cheval, leur monture soulevant la poussière. Quand ils arrivèrent, ils le virent. Là, sur la grande pierre plate au centre du carrefour, gisait le fouet. Il était enroulé avec une netteté impossible. Un cercle sombre parfait sur la pierre gris pâle. En son centre se trouvait une seule plume de faucon. La rosée du matin s'était déposée sur le manche en cuir tressé, le faisant scintiller au soleil. La scène était absolument immobile, absolument silencieuse, et plus menaçante que n'importe quelle menace ouverte. Les autres hommes esclaves qui avaient été enrôlés de force dans l'équipe de recherche le virent, et une compréhension silencieuse et électrique passa entre eux. Ils échangèrent des regards si fugaces que Beaumont et Finch les manquèrent complètement. Ils ne virent pas seulement un fouet. Finch le fixa, bouche bée, son visage perdant toute couleur. Ce n'était pas l'acte d'un homme désespéré fuyant dans la terreur. C'était une déclaration. La précision de l'enroulement, le placement délibéré, la plume provocante. Tout cela était un message calculé de mépris. C'était une œuvre d'art. « Il se moque de vous », dit Beaumont, sa voix un murmure bas et glaçant. La froideur de son ton n'était pas pour Peter, mais pour Finch. Il voyait le fouet non pas comme un symbole de propriété perdue, mais comme une humiliation publique de son employé. Il vous dit, à vous et à tout le monde, qu'il n'a pas peur de vous. La propreté de l'enroulement était en effet plus terrifiante pour Finch que si le fouet avait été cassé ou jeté dans la boue. Le casser aurait été un acte de rage. Le placer ainsi était un acte de pouvoir, d'un esprit si calme et en contrôle qu'il avait eu le temps pour l'esthétique dans sa rébellion. La chasse commença immédiatement. Une course vicieuse et désorganisée dans la nature, marécageuse au nord. Finch, son autorité brisée et sa fierté en lambeaux, mena la charge avec une férocité désespérée. Il lâcha les chiens, leurs aboiements résonnant à travers les pins. Mais la piste était froide, et Peter avait une nuit entière d'avance. Les chiens, désorientés par la myriade d'odeurs du marais et l'humidité persistante de la nuit, tournaient en rond. Peter n'avait pas seulement marché dans le marais. Il avait été avalé par lui, ne laissant rien derrière lui, sinon un serpent de cuir enroulé sur une pierre et une légende attendant de naître. Le voyage de Peter fut une descente dans un monde qui était à la fois purgatoire et paradis. Le grand marais lugubre ne l'accueillit pas. Il le mit à l'épreuve, cherchant à le décomposer en ses éléments constitutifs, à le dissoudre dans la boue et la décomposition d'où jaillissait toute vie là-bas. Les premiers jours furent un flou de mouvements, une poussée frénétique plus profondément dans la nature sauvage, poussée par le son imaginaire des chiens aboyant dans son dos. La faim devint une compagne constante et rongeante, une douleur creuse dans son ventre qui aiguisait ses sauces. Il lutta contre des nuages de moustiques qui s'élevaient des eaux stagnantes en essaims vrombissants et assoiffés de sang, leurs piqûres laissant sa peau un paysage de marques qui démangeaient. L'épuisement était un poids physique,
un lourd manteau qui menaçait de l'entraîner dans un sommeil dont il ne se réveillerait peut-être jamais. Il dormait dans les hautes branches des cyprès, son corps coincé inconfortablement entre les membres, ou dans les confins humides et terreux de troncs creux, partageant son abri avec des araignées et des salamandres. La peur était son ombre, une présence constante qui murmurait la capture, le fouet, la fin brutale et ignominieuse qui attendait tous les fugitifs. Pourtant, au milieu de cette épreuve brutale, quelque chose commença à changer en lui. Le marais, qui cherchait à le détruire, commença aussi à le refaire. Sa connaissance du monde naturel, glanée au cours d'années d'observation silencieuse lors de ses courses nocturnes, devint son salut. Il reconnut les larges feuilles de plantain, une mauvaise herbe qu'il pouvait mâcher en cataplasme pour apaiser ses piqûres d'insectes. Il trouva des racines de quenouilles qu'il pouvait faire rôtir dans le petit feu sans fumée qu'il apprit à faire, leur chair féculente un repas fade mais vital. Il apprit à se déplacer avec le silence d'un prédateur, ses pieds trouvant appui sur un sol solide, ses yeux scrutant constamment les signes révélateurs de serpents. Il se dépouillait de la peau de la plantation, de la chair douce et vulnérable d'un homme qui dépendait d'un maître pour son pain quotidien. L'esclave nommé Peter, l'homme qui répondait à une cloche et tressaillait à une voix élevée, était en train de mourir dans ce marais. À sa place, un homme nouveau était en train d'être forgé. Une créature de la nature, autonome et dure. Il y eut des moments de désespoir si profonds qu'ils menacèrent de le noyer. Un soir, trompé par une averse soudaine, frissonnant de froid et faible de faim, il s'effondra au pied d'un chêne géant, la volonté de continuer complètement disparut. Il ferma les yeux, prêt à se rendre à l'inévitable. Mais alors qu'il gisait là, un rayon de lune perça la canopée, illuminant une seule toile d'araignée parfaite, ses fils ornés de gouttes de pluie. La vue, si complexe et belle dans sa force fragile, remua quelque chose en lui. Il vit sa propre lutte dans cette toile, une construction désespérée et belle contre le chaos du monde. Il se redressa, sa résolution se durcissant une fois de plus. Et il y eut des moments de beauté sublime et inattendue qui furent comme un baume sur son âme. Il assista à un lever de soleil sur une étendue d'eau brumeuse, le ciel passant du violet au rose puis à l'orange flamboyant, peignant l'eau noire de couleurs impossibles. Il regarda une biche et son fond boire à un ruisseau clair, leur mouvement plein d'une grâce innocente qui semblait appartenir à un autre monde. Dans ces moments, il ressentit une connexion avec le monde qu'il n'avait jamais connu, un sentiment d'appartenance plus profond que n'importe quelle communauté humaine. Il n'était plus un intrus dans cette nature sauvage. Il en faisait partie. Son identité était en train de disparaître, mais il ne devenait pas rien. Il devenait tout. Son esprit fusionnant avec l'esprit ancien et indompté du marais. Il était un homme en train de renaître, non pas dans l'eau, mais dans la boue, l'ombre et la lutte implacable et belle pour la vie. Des semaines plus tard et à de nombreux miles au nord, le premier écho de l'acte de Peter se propagea dans le monde des hommes. Dans une taverne poussiéreuse et infestée de mouches d'une petite ville située en bordure du Grand Marais, un marchand ambulant racontait une histoire. C'était un homme qui vendait de la ferblanterie et des tissus, sa vie passée sur les routes solitaires entre les colonies, et il était connu pour être sensé, peu enclin aux envolées fantaisistes. Mais ce soir-là, ses mains tremblaient si fort qu'il pouvait à peine tenir sa chope de bière. Son visage était pâle à la lumière vacillante de la lampe. La taverne était remplie de l'assortiment habituel de locaux, de fermiers et de trappeurs qui écoutaient avec un mélange de scepticisme et de curiosité. J'étais sur la vieille route de Beaumont juste au crépuscule, commença le marchand, sa voix basse et tremblante, pour gagner du temps. Les bois y sont denses, vous savez, il fait vite noir. Ma jument, la vieille besse, elle est stable comme un roc. Ne s'effraie jamais de rien. Mais tout d'un coup, elle s'arrête net sur la route, les oreilles dressées, tremblant comme une feuille. Il but une longue gorgée de bière, les yeux écarquillés par le souvenir. La route était vide. Je vous le dis, pas une âme en vue. L'air était complètement immobile. Et puis, je l'ai entendu. Il fit une pause, et la taverne devint silencieuse, les hommes se penchant pour écouter. C'était un claquement de fouet. Fort, sec, comme s'il était juste à côté de mon oreille. Il frissonna, un tremblement visible parcourant son corps. Mais il n'y avait rien. Rien. Juste les arbres et le crépuscule. Bess est devenue folle, s'est cabrée et a failli me jeter à terre. J'ai dû me battre pour la maîtriser. Et je suis parti au galop de là, et je n'ai pas regardé en arrière. Quelques hommes du coin ricanèrent, rejetant sa peur. C'était probablement juste une branche qui tombait. On a heurté une autre en descendant. Ça ressemble parfois à un coup de feu, offrit l'un d'eux, un trappeur grisonnant au visage de cuir tanné. Ou le vent qui joue des tours dans les pins, ajouta un autre. Mais le marchand secoua la tête, sa certitude inébranlable. Non, insista-t-il, sa voix tremblant de conviction. Ce n'était pas une broche. Je suis sur la route depuis 20 ans. Je connais les bruits des bois. C'était un fouet.
Je le jurerais sur la tombe de ma mère. C'était un fouet, et il n'y avait pas de main pour le faire claquer. Il se tut, fixant sa chope, l'image de la route, vide et de son fantôme se rejoignant clairement dans son esprit. Les locaux haussèrent les épaules et retournèrent à leur boisson et à leur conversation, l'histoire rejetée comme les divagations d'un voyageur effrayé. Mais la graine avait été plantée. L'histoire était trop étrange, trop spécifique pour être complètement oubliée. Elle serait répétée, transmise d'une personne à l'autre. Une anecdote curieuse racontée autour des feux de fin de soirée. La légende du fantôme du carrefour, l'esprit d'un fugitif qui avait laissé son tonnerre derrière lui, venait de prendre son premier souffle. L'histoire du claquement de fouet fantôme se répandit comme une fièvre dans les quartiers des esclaves de Beaumont et des plantations environnantes. C'était une histoire racontée à voix basse au cœur de la nuit, une étincelle d'espoir transmise d'une âme lasse à une autre. Peter Coleman n'était plus un homme. Il était un mythe. Il était le fantôme du carrefour, un esprit protecteur qui avait transformé l'arme de son oppresseur en un bouclier pour son peuple. La légende devint une chose tangible, une présence dans les bois, un nouveau son dans la symphonie de la nuit. Pour les patrouilleurs et les contremaîtres, c'était une source de blagues nerveuses et une raison de voyager par deux après le crépuscule. Pour les esclaves, c'était une prière. Des mois plus tard, deux jeunes âmes décidèrent de tester cette prière. Luc était à peine un homme, nerveux et rapide, avec un feu dans les yeux que la plantation n'avait pas encore réussi à éteindre. Anna était plus jeune, son visage portant encore la douceur de l'enfance, mais son esprit était forgé d'une résilience silencieuse et obstinée. Ils s'enfuirent par une nuit sans lune, l'obscurité leur seul allié. Ils se déplaçaient à travers les bois familiers, leurs pieds nous laissant de douces empreintes dans la terre humide, leur cœur battant à un rythme frénétique contre leurs côtes. Ils se dirigeaient vers le nord, suivant les murmures, suivant le fantôme de Peter. Ils avaient une avance, mais ils savaient qu'elle ne durerait pas. À minuit, ils l'entendirent. Le son qu'ils redoutaient, l'aboiement lointain et lugubre des chiens. Le son se rapprocha, une promesse implacable et terrifiante de capture. La panique commença à s'installer, une liane froide s'enroulant autour de la poitrine de Luc. Il attrapa la main d'Anna, l'attirant plus vite à travers les sous-bois enchevêtrés, les épines et les branches déchirant leur peau et leurs vêtements. Les aboiements étaient plus forts, maintenant, plus proches. Ils pouvaient entendre les cris des hommes, le bruit sourd des sabots des chevaux. Ils se rapprochaient. Ils débouchèrent dans une petite clairière, les poumons en feu, les jambes tremblant d'épuisement. Les chiens étaient presque sur eux, une frénésie chaotique de bruit et de dents qui claquent juste au-delà de la lisière des arbres. Un homme à cheval traversa les broussailles, son visage illuminé une seconde par le faisceau de sa lanterne. Les voilà, beuglatés. C'était fini. Ils étaient pris. Luc poussa Anna derrière lui, son corps tendu, prêt pour la violence inévitable. Et puis c'est arrivé. De l'obscurité profonde et oppressante à leur droite, un son déchira la nuit. Un son si sec, si fort, si totalement déplacé qu'il sembla déchirer le tissu même de l'air. C'était un claquement de fouet. Ce n'était pas le son d'une branche qui se brise ou du vent qui siffle. C'était le rapport violent et indubitable du cuir tressé brisant la vitesse du son. Une explosion acoustique qui résonna dans la clairière avec une force malveillante. Le cheval du patrouilleur de tête, une bête entraînée au chaos de la chasse, poussa un cri de pure terreur. Il se cabra, ses pattes avant s'agitant follement, ses yeux blancs de panique. Le cavalier, pris complètement par surprise, fut projeté de sa selle, atterrissant avec un bruit sourd et un cri de douleur. Les autres chevaux, infectés par la panique du cheval de tête, plongèrent et s'écartèrent, leurs cavaliers luttant pour les contrôler. Les chiens, qui avaient été une vague unifiée d'agression, tombèrent dans un chaos de jappements confus, leurs instincts de chasse brisés par le son inexplicable. Dans ce seul et magnifique moment de pandémonium, Luc vit leur chose. Maintenant, siffla-t-il, saisissant de nouveau la main d'Anna. Ils replongèrent dans les bois de l'autre côté de la clairière, courant avec un désespoir alimenté par un nouvel espoir sauvage. Derrière eux, les bruits d'hommes criant et d'animaux paniqués s'estompèrent alors qu'ils étaient de nouveau avalés par l'obscurité protectrice. Ils ne savaient pas si c'était un homme ou un fantôme qui les avait sauvés. Cela n'avait pas d'importance. La légende était réelle. C'était un bouclier. Et alors que l'histoire de leur évasion se répandait, le fantôme du carrefour devenait plus fort. Sa légende, un coup de tonnerre dans le silence, une aile protectrice sur tous ceux qui osaient rêver de fuite. Pour le contremaître Feich, la légende n'était pas un bouclier. C'était un tourment. Le fantôme de Peter Coleman avait quitté les bois et avait élu domicile dans le paysage aride de son propre esprit. Il devint un homme hanté, non pas par un esprit, mais par l'écho de sa propre cruauté. Le fouet enroulé sur la pierre avait été une émasculation publique, et il ne s'en remit jamais. Son autorité, autrefois absolue,
était maintenant une blague murmurée dans son dos. Les autres esclaves le regardaient avec une nouvelle expression dans les yeux, un mépris silencieux et averti qui le troublait plus qu'un défi ouvert. Il se mit à boire davantage, cherchant le réconfort au fond d'une bouteille. Mais le whisky ne faisait qu'aiguiser les bords de sa paranoïa. Il commença à entendre des choses. Une corde qui claque, dans le vent ressemblait à un fouet. Une branche qui craque sous ses pieds le faisait sursauter. La nuit, il s'asseyait seul dans son bureau sordide, un pistolet sur le bureau, écoutant les bruits du marais, convaincu que chaque ululement de hibou, chaque bruissement de feuilles était le fantôme venant pour lui. Il devint une épave. Son visage perpétuellement rougeau, ses mains tremblantes, ses yeux allant et venant avec un air de traqué. Son obsession se fixa sur le carrefour. Il le voyait comme la source de son humiliation, la scène où Peter l'avait défait. Par une nuit sombre et orageuse, des mois après l'évasion de Luke et Anna, la santé mentale effilochée de Faish céda finalement. Le vent hurlait autour de son petit bureau, faisant vibrer les vitres, et la pluie tombait à verse. Pour Faish, chaque rafale de vent portait un murmure de son nom. Chaque roulement de tonnerre ressemblait au prélude d'un claquement spectral. Alimenté par le whisky et un puissant fond de rage apitoyé, il attrapa son pistolet et sa lanterne et sortit en trombe dans la tempête. Il allait affronter le fantôme. Il allait y mettre fin. Il tituba dans la boue et la pluie battante, la lanterne projetant un faible cercle de lumière dansante autour de lui. Quand il atteignit le carrefour, il était un spectacle terrifiant. Un homme complètement dérangé, les cheveux plaqués sur son crâne, ses vêtements trempés. Il se tint devant la pierre plate, maintenant glissante de pluie, et leva son visage vers la tempête. « Peter » cria-t-il, sa voix rauque et désespérée, presque volée par le vent. « Tu m'entends, lâche? Tu crois que tu peux me hanter? Montre-toi. Montre-toi et affronte-moi comme un homme. » Il resta là, haletant, la pluie coulant sur son visage comme des larmes, son pistolet tendu d'une main tremblante. Le monde sembla retenir son souffle. Le vent se calma un instant, et le seul son était le tambourinement de la pluie. Et puis, directement derrière lui, si près que cela semblait être à l'intérieur de sa propre tête, vint le son. C'était un claquement de fouet d'un volume impossible, plus fort que le tonnerre, plus vif que l'éclair. C'était un son de pure malveillance concentrée. Un bang sonique qui vibra jusqu'à la moelle de ses os. Faish poussa un cri, un son aigu et mince de pure terreur animale. Il se retourna brusquement, les yeux écarquillés et aveugles, et tira sauvagement avec son pistolet dans l'obscurité impénétrable. Il tira encore et encore, ses coups de feu avalés par la vaste nuit orageuse. Le lendemain matin, après le passage de la tempête, son corps fut retrouvé gisant dans la boue à quelques pieds de la pierre du carrefour. Il avait une seule blessure mortelle par balle à la poitrine. Le pistolet gisait près de sa main tendue. Le rapport officiel, rédigé par un médecin légiste du comté réticent et encouragé par un monsieur Beaumont pragmatique, le qualifia d'accident de chasse. Un cas tragique d'un homme trébuchant dans la tempête et de son arme se déchargeant. Mais la communauté esclave connaissait la vérité. Ils regardèrent la tombe anonyme où Faish fut enterré à la hâte, et se regardèrent avec les mêmes regards silencieux et avertis qu'ils avaient partagés lorsqu'ils avaient vu pour la première fois le fouet enroulé. Ce n'était pas un accident. C'était la justice. Le fantôme du carrefour avait fait sa première victime, non pas avec une main spectrale, mais avec l'arme bien plus puissante d'une conscience coupable. Plusieurs années passèrent. La guerre vint et repartit. Une grande tempête sanglante qui déchira le vieux monde et en laissa à nouveau, incertain et étrange, à sa place. Loin au nord, dans la ville portuaire animée et chaotique de Philadelphie, un homme qui se faisait appeler Isaac travaillait sur les quais. C'était un homme qui semblait taillé dans du vieux bois patiné. Sa peau assombrie par le soleil, ses mains épaisses de cale à force de tirer des cordes et de charger des cargaisons. Des cicatrices, de fines lignes blanches de son voyage à travers le marais, traçaient des motifs sur ses bras et son cou. Il était calme, presque silencieux. Mais ses yeux, lorsqu'ils croisaient les vôtres, contenaient une force profonde et inébranlable, le calme d'un homme qui avait affronté le pire du monde et avait survécu. C'était Peter. Il était sorti du marais et avait continué à marcher. Un fantôme se déplaçant à travers une terre qui n'était pas la sienne jusqu'à ce qu'il atteigne la promesse du Nord. Il avait pris un nouveau nom, Isaac. Le nom d'un homme qui fut presque sacrifié mais qui fut épargné. Il s'était construit une nouvelle vie. Une vie petite et simple, mais qui était entièrement la sienne. Il avait une chambre qu'il louait au-dessus d'une boulangerie, quelques amis parmi les autres dockers, des hommes qui le jugeaient sur la force de son dos et la fiabilité tranquille de son caractère, pas sur la couleur de sa peau. Il avait trouvé une certaine paix. Mais le passé n'était jamais vraiment parti. Il vivait en lui, une partie de sa fibre même. Parfois, quand une grosse corde se tendait brusquement contre un main, le son sec et claquant le faisait se figer,
ses muscles se contractant, son cœur se serrant pendant une fraction de seconde avant qu'il ne se souvienne où il était. Il fermait les yeux, prenait une lente inspiration, et l'image du fouet de Faish, le son des cris d'Elias, reculait dans les ombres de sa mémoire. Il ne parlait jamais de son passé. Personne sur lesquels ne connaissait le nom de Peter Coleman ou l'histoire d'un fouet enroulé sur une pierre. C'était une vie qu'il avait enterrée. Un fantôme qu'il avait laissé derrière lui dans les bois de Géorgie. Un après-midi d'automne, alors qu'il quittait les quais, il vit une foule rassemblée autour d'un homme, lisant un journal. La voix du lecteur était forte et claire, remplie d'une gravité historique. Il lisait les mots de la proclamation d'émancipation. Une grande acclamation s'éleva de la foule, une vague de jubilation et de soulagement. Isaac, Peter, se tenait en marge de la foule, écoutant les mots qui déclaraient que des millions de personnes de son peuple étaient désormais et pour toujours libres. Il n'acclama pas. Il s'appuya contre le mur de briques rugueuses d'un entrepôt et un grand sanglot secoua son corps. Il pleura. Il ne pleurait pas seulement pour sa propre liberté, une chose qu'il avait saisie pour lui-même des années auparavant, mais pour les millions de personnes qui avaient enduré, qui avaient attendu, qui étaient maintenant enfin libérées. Il pleurait pour Elias, pour Sarah, pour les visages dont il se souvenait dans la cabane commune. Il pleurait pour les générations perdues dans la servitude et pour les nouvelles générations qui naîtraient dans la lumière de la liberté. Ses larmes n'étaient pas de chagrin, mais d'une joie immense, écrasante et déchirante. Il était un homme libre dans un pays qui commençait enfin à promettre la liberté pour tous. Le fantôme avait trouvé sa paix, mais il n'oublierait jamais le prix. Les années de guerre vidèrent la plantation Beaumont de sa vie, la laissant comme une pâle ombre d'elle-même. Les exigences incessantes du conflit avaient siphonné ses hommes, ses ressources, et finalement, sa certitude brutale. Un nouveau contremaître gérait ce qui restait, un homme nommé Harris qui n'était pas comme Faish. C'était un vétéran las avec une boiterie et des yeux qui avait vu trop de morts pour avoir le moindre appétit pour la cruauté désinvolte. Il gérait la main-d'œuvre décroissante avec une résignation fatiguée, son autorité une mince couverture sur un lit de braise qu'il savait préférable de ne pas attiser. Le fouet, en tant qu'outil de coercition quotidien, avait disparu. Son fantôme, cependant, était plus puissant que sa réalité de cuir ne l'avait jamais été. La légende de Peter Coleman était devenue un mythe fondateur. Une histoire murmurée aux enfants et marmonnée par les aînés. Un morceau d'écriture secrète. La pierre du carrefour, à un mile de la grande maison délabrée, s'était transformée. Ce n'était plus un simple point de repère, mais un lieu de signification tranquille, un monument silencieux. Les gens de la plantation, ceux qui restaient, commencèrent à le traiter comme tel. Il laissait de petites offrandes anonymes sur sa surface plate et grise. Une seule fleur sauvage éclatante cueillie à la lisière des bois. Un morceau de canne de rivière sculpté en forme d'oiseau. Une plume de jet bleu vif, un contraste saisissant avec la pierre grise, rappelant la plume de faucon qui avait tout commencé. Ce n'étaient pas des prières à un dieu, mais des reconnaissances envers un homme, un héros qui ne s'était pas battu avec les poings ou le feu, mais avec un acte de volonté silencieux et profond. C'étaient de petits gestes de souvenir, une façon de maintenir vivant l'esprit de défi dans un monde qui était toujours déterminé à l'écraser. Harris, le nouveau contremaître, connaissait les histoires. Il avait entendu les murmures du claquement de fouet fantôme, le récit de la fin ignominieuse de Faish. C'était un homme pratique, peu enclin à la superstition. Mais il voyait le regard dans les yeux des gens lorsque le carrefour était mentionné. Il voyait la façon dont il tenait la tête un peu plus haute, la façon dont il portait un secret partagé qui ne pourrait jamais pénétrer. Il apprit à éviter le carrefour après le crépuscule, non pas parce qu'il craignait un fantôme, mais parce qu'il respectait le pouvoir d'une histoire. Il comprenait, d'une manière que Faish n'aurait jamais pu, que l'on ne pouvait pas chasser une légende d'un peuple à coups de fouet. Le fantôme d'un fouet, le souvenir de son défi, était devenu une force bien plus puissante pour l'ordre que la menace d'un vrai. Il avait instillé un autre type de discipline, un respect de soi, une identité commune qu'aucune violence ne pourrait jamais espérer instiller. La communauté, liée par ce héros partagé, avait trouvé une résilience que le propriétaire de la plantation, dans son monde lointain et en ruine, ne pouvait comprendre et ne pouvait plus éradiquer. L'acte de Peter ne l'avait pas seulement libéré lui-même. Il avait planté une graine de liberté intérieure dans le sol même de leur servitude. En 1885, le monde avait complètement changé. Le Sud était une terre de fantômes et de ruines, luttant pour renaître de ses cendres. C'est dans ce paysage que Marcus Coleman voyagea. Un homme qui était l'incarnation vivante d'un avenir que son grand-père n'aurait pu que rêver. Il était le petit-fils de Peter. Un homme né libre dans le Nord, son esprit aiguisé par l'éducation, ses perspectives non entravées par des chaînes. Il était journaliste, son métier étant de raconter des histoires. Et il était venu dans le Sud pour trouver la vérité derrière la plus grande histoire de sa propre vie.
le récit à moitié mythique du grand-père qu'il n'avait jamais connu. C'était un homme beau et bien habillé, son costume propre et ses bottes cirées. Une figure étrangère dans le paysage fatigué et poussiéreux de la Géorgie rurale. Il trouva la plantation Beaumont ou ce qu'il en restait. Les grandes colonnes blanches de la maison principale s'étaient effondrées, gisant dans un enchevêtrement de marbre brisé et de bois pourri, comme les os d'une grande bête éteinte. Les champs étaient envahis par les mauvaises herbes et les jeunes pins, la nature reprenant la terre qui lui avait été volée. Les cabanes d'esclaves étaient squelettiques, leurs toits effondrés, leurs murs penchés à des angles impossibles. Suivant une piste de la ville voisine, Marcus trouva une petite cabane soignée en retrait de l'ancienne route, un panache de fumée s'élevant de sa cheminée. Sur le porche était assis un vieil homme. Sa peau de la couleur de la terre riche, ses cheveux un nuage de blanc. Ses yeux, bien que voilés par l'âge, étaient vifs et clairs. Il avait été un enfant, dit-il, quand Peter avait disparu. Marcus s'assit avec lui, un carnet à la main, écouta la voix du vieil homme, rauque et douce, donner vie à la légende. Il parla de la cruauté de Finch, de la terreur qui vivait dans l'air qu'il respirait. Il décrivit le matin où le fouet fut trouvé, le choc, la peur, puis l'admiration lente et électrisante. Il raconta à Marcus comment l'histoire avait grandi, comment elle était devenue un bouclier, une arme, une source de fierté. Marcus écoutait, son détachement de journaliste fondant, remplacé par un lien filial profond. « Alors c'est vrai ?» demanda Marcus, sa voix à peine un murmure. « Le fouet, la pierre, tout ça. » Le vieil homme se pencha en avant, ses yeux anciens se fixant sur ceux de Marcus. Il sourit. Un sourire lent et entendu qui plissa les coins de ses yeux. « Oh, c'est vrai, » dit-il, sa voix pleine d'une conviction profonde et inébranlable. « Mais l'histoire, la façon dont nous la racontons, elle passe à côté de l'essentiel. » « Il n'a pas seulement fui, » dit le vieil homme, sa voix baissant avec révérence. « Il s'est envolé, et il a laissé son tonnerre derrière lui pour nous autres. » Alors que le crépuscule commençait à s'installer, peignant le ciel de nuances d'orange et de pourpre, Marcus emprunta le chemin que le vieil homme avait décrit. L'air se rafraîchit, et les sons du soir, le chant des grillons et l'appel d'un engoulevent lointain, s'élevèrent autour de lui. Il trouva le carrefour, l'intersection de 4 pistes de terre, ayant à peu près le même aspect qu'il l'imaginait depuis 100 ans. Et au centre, il la vit. La pierre. Elle était plus grande qu'il ne l'avait imaginé, une grande dalle plate de granit, maintenant recouverte d'une douce couverture verte de mousse. Elle semblait ancienne, sacrée, un autel attendant dans le crépuscule. Il s'en approcha lentement, son cœur battant un rythme lourd et solennel. Il s'agenouilla, tout comme son grand-père s'était agenouillé, et tendit la main pour toucher sa surface. La mousse était fraîche et humide, et en dessous, la pierre était solide, froide et réelle. Il posa sa paume à plat contre elle, fermant les yeux, essayant de sentir l'écho du passé, le poids du moment qui avait tout changé. Un flot écrasant d'émotions le submergea. Il ressentit une immense et déchirante fierté pour le grand-père qu'il n'avait jamais rencontré, un homme qui avait possédé un courage si profond qu'il était devenu matière à légende. Il ressentit le chagrin de génération, le poids inimaginable de la souffrance qui avait eu lieu sur ce sol. Et il ressentit une connexion puissante et indéniable, le sentiment que sa propre vie était l'aboutissement de ce seul acte de défi. Il comprit alors que le rituel de Peter à cette pierre n'était pas seulement pour lui-même. Ce n'était pas simplement un acte de libération personnelle. C'était un investissement dans l'avenir. Une prière pour la possibilité d'un petit-fils comme lui. Un homme libre, un homme éduqué, un homme qui pourrait se tenir à cet endroit même et choisir sa propre route. Peter ne s'était pas seulement dépouillé de sa propre peau. Il s'était dépouillé de la peau de la servitude pour toutes les générations de sa lignée à venir. Marcus ouvrit les yeux et regarda la pierre. Un monument silencieux à la volonté inébranlable d'un homme tranquille. Alors que le dernier rayon de soleil disparaissait sous l'horizon, une douce brise fit bruire les feuilles des grands pins entourant le carrefour. Et pendant un instant fugace et impossible, porté par ce vent, Marcus crut l'entendre. Un son faible, incroyablement sec. Un son qui n'avait ni source ni écho. Il regarda autour de lui, son cœur bondissant dans sa poitrine, mais la route était vide. Les bois étaient silencieux. Il n'y avait rien. Il sourit, un sourire lent et sincère qui atteignit ses yeux. La légende était réelle. Il se leva, un nouveau sentiment de détermination s'installant en lui. Il savait quelle histoire il devait écrire. Il devait dire au monde qu'un seul acte de défi, un refus silencieux d'être brisé, peut résonner à travers les générations. Il devait leur dire que les armes les plus puissantes ne sont parfois pas des armes du tout, mais des symboles d'espoir. Et qu'un homme peut échanger ses chaînes contre une légende qui libérera ses enfants et les enfants de ses enfants. La pierre moussue reposait dans l'obscurité grandissante, son travail accompli.